Donc, bonjour, je suis Jacques Froissant, je suis le fondateur d'Altaïd, qui est un cabinet de recrutement et de gestion des RH qui est dédié aux startups, qui a été créé en 2000, et cofondateur de Mouvement.fr, qui est une startup. Donc comme ça me permet de connaître aussi l'autre côté de la barrière, on va dire, qui est un moteur de recherche d'offres d'emploi, une espèce de Google des offres d'emploi. Je vais aborder une question qui est hyper importante, on l'a vu. Pascal Mercier disait ce matin, un investisseur vient dans une start-up essentiellement pour l'équipe. Et ce qui va vous faire réussir, vous pouvez regarder n'importe quelle réussite de start-up, c'est l'équipe. J'en connais un qui a écrit un livre qui s'appelle Comment réussir une start-up, qui est non, il est sorti de la salle, qui est Julien Codorniou. Où toute l'histoire de Quel Coup, ce qui transparaît de manière très forte dans le livre, c'est la qualité de l'équipe, l'hyper-exigence en termes de recrutement de Pierre Chapaz, qui a fait que Quel Coup est devenu ce qu'ils sont devenus, sachant que sur la ligne de départ, dès Quel Coup, il y en avait 50 autres en Europe. Donc, l'idée, c'est de balayer les 10 erreurs RH communes que l'on peut rencontrer, et de vous donner quelques clés pour être le mieux armé possible pour aller en particulier au combat du recrutement et après dans la gestion de vos troupes. Première erreur qu'on fait, c'est sous-estimer la difficulté en termes de recrutement. On est sur un marché qui est aujourd'hui hyper tendu. Tout le secteur high-tech est en ébullition. On a une espèce d'entonnoir entre le nombre de personnes formées et qui s'intéressent à l'édition logicielle et les besoins. Donc on est aujourd'hui dans une perspective où on est en permanence en train de se battre pour recruter des gens, en particulier au niveau techno. J'en discutais à midi. Je pensais que ça pouvait être un poil plus facile dans la région d'attirer des développeurs PHP ou autres, ou .NET, on parlait de .NET aussi. C'est compliqué et ça reste très tendu. Le secteur en forte croissance, l'attractivité des éditeurs de soft n'est pas bien mise en valeur dans les écoles. Pourquoi ? Parce que vous avez les SS2I avec des énormes moyens qui sont présents dans toutes les écoles. Il suffit de regarder une chose, Dassault Systèmes avec son 1,4 milliard de chiffre d'affaires est le plus gros éditeur français. Le deuxième, c'est Cegid, on doit tomber à 600 millions d'euros. Et en face de ça, vous devez avoir 50 SS2I qui passent le cap du milliard et qui sont en permanence dans les écoles à draguer les étudiants. Troisième facteur négatif, c'est l'imagerie start-up qui traîne encore. On traîne le boulet des années 99-2000. Il faut considérer qu'aujourd'hui, en particulier les postes techno, les développeurs, c'est de leur grille et que c'est extrêmement difficile à recruter. Donc, on le verra, c'est aussi hyper important de savoir les garder. Qu'on a des candidats exigeants et que c'est beaucoup de temps passé. On sous-estime beaucoup en tant que patron de start-up le temps qu'on va passer à faire du recrutement. Et un des défauts qu'on peut avoir, du coup, c'est parfois de négliger la qualité. Alors, qui vient bosser en start-up ? Donc, vous allez voir des photos et des visages que vous reconnaîtrez peut-être. Dedans, il y a un intrus qui n'est pas en start-up. Je vous laisse deviner lequel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un candidat va venir travailler en start-up ? Que ça soit un développeur débutant, un commercial ou un manager. Sur les développeurs, c'est très clairement l'attrait techno de ce que vous représentez. La difficulté techno, le côté sympa du marché, le fait de faire de l'open source tout en étant éditeur de logiciels, un modèle innovant, d'être dans la mouvance Web 2, d'être à la pointe en télécom. Y a l'attrait techno est la première chose pour un profil technique. Deuxièmement, c'est l'environnement qualité de travail. Alors pas forcément conditions de travail au sens le bâtiment ou des choses comme ça, mais c'est l'exigence techno qu'on peut avoir, le souci de qualité, le fait de délivrer des produits qui sont bien bordés. On travaille dans la durée, on travaille dans le qualitatif chez un éditeur de logiciel, alors qu'un développeur dans une SS2I, il va jusqu'au bout du projet, puis après il ne sait pas ce que ça devient et il n'en entend jamais à nouveau parler.
Et on a tendance à boucler surtout son projet dans les délais, avec un niveau de qualité correct, et puis après peut advienne ce qui pourra. Alors que chez un éditeur de logiciel, les clients, les commerciaux, les avant-ventes, vous les avez de l'autre côté du couloir ou de l'open space et viennent vous trouver s'il y a un bug, s'il est récurrent et des choses qui ne fonctionnent pas. La recherche de l'Eldorado au sens réussite, aventure un peu décalée, ça reste un moyen de faire venir les gens. L'ouverture internationale sur des profils de management, très clairement, qui travaillent dans des filiales d'éditeurs franco, plutôt américains et qui ont une vision que franco-française dans leur business. Donc, travailler dans une start-up, c'est très souvent s'ouvrir très vite à l'international. La fierté de construire sont des moteurs. Les freins, on les a un peu évoqués déjà, c'est l'incertitude du lendemain qui reste encore présente. Beaucoup de questions, moi j'ai beaucoup de questions, les candidats sont beaucoup plus armés aujourd'hui sur pertinence, produit, marché, c'est quoi votre business model, pourquoi vous pensez que vous pouvez réussir, votre vision de pente de progression de chiffre d'affaires me paraît un peu optimiste, expliquez-moi ça. Ils se comportent presque comme un Venture qui évaluerait votre dossier. Les moyens peuvent être perçus comme plus limités. Ça, c'est des choses auxquelles sont sensibles, en particulier des commerciaux ou des profils marketing. C'est un moindre confort au sens large. On n'a pas une secrétaire, on n'a pas une logistique derrière. On n'a pas une mutuelle, on n'a pas forcément une voiture de fonction, il faut plus se débrouiller tout seul, il faut commander ses billets d'avion, ses billets de train tout seul. Donc ça aussi sont des éléments qui peuvent être des freins, donc il faut les avoir en tête. Donc relativisez beaucoup votre pouvoir d'attraction. En tant que chef d'entreprise, on pense être dans une dynamique de très forte réussite, d'avoir le meilleur produit du monde. On est très enthousiaste et très passionné. Prenez du recul, quoi. C'est un candidat, vous êtes une boîte lambda en phase de start-up qui avance et il faut se mettre à sa place et comprendre un peu sa logique derrière. Ça veut dire aussi qu'il faut choisir le bon timing. Il ne faut pas recruter trop tôt, chercher à recruter. Moi, je vois des CEO de boîtes qui passent beaucoup de temps à recruter un directeur commercial parce qu'il leur en faut un pour la levée de fonds, mais en même temps, leur produit, il est à peine naissant, ils commencent tout juste à vendre, et ils passent beaucoup d'énergie à ça, sans arriver à recruter, parce que quand ils en trouvent un bien, il ne veut pas venir. Le timing sur ça, ce type de poste, c'est super important. Deuxième constat que je fais, c'est qu'on recrute beaucoup dans l'urgence. Anticiper, c'est une clé. C'est se poser des questions. Quel est mon timing? Je viens de lever des fonds. Mon objectif, c'est sortir une V2 dans 12 mois, 18 mois. Combien il me faut de ressources supplémentaires? Quand est-ce qu'elles doivent arriver? Mettre ça sur un calendrier. Avoir en tête qu'il faut commencer un recrutement 3 ou 4 mois avant le moment où vous le voulez qu'il soit en poste, parce qu'il faut le temps de le recruter, de lancer le recrutement, le temps de le trouver, le temps de finaliser un contrat, sa période d'essai. On est très rapidement au minimum dans un délai de 3 mois. Donc anticiper sur ce genre de choses. Recruter dans l'urgence, c'est aussi j'ai besoin d'un développeur, ok, mais il va travailler avec qui, sur quoi, quelle spécificité techno. Il faut faire du .NET, oui, mais est-ce qu'il faut qu'il connaisse bien SQL Server? Est-ce que vous travaillez une base Oracle, MySQL? Quels outils de test vous utilisez? Faites des définitions de poste précises, parce que ça peut être aussi une conséquence de problèmes derrière. J'ai un exemple très concret là-dessus qui m'est arrivé chez un client ça fait 3 ou 4 ans maintenant. Sa définition de poste, c'était développeur Java. Il recrute tous ses développeurs avec la seule définition de poste. Je veux un développeur Java qui développe bien. Il leur fait des contrats de travail avec développeur Java et pas de définition de poste rattachée.
Et il en recrute, il se retrouve au bout d'un an, après avoir fait pas mal de recrutement, avec 2 cas, avec 2 développeurs qui sont moyens, qui sont pas mal. Donc ils ont passé la période d'essai sans trop de problèmes, parce qu'ils faisaient correctement leur boulot, mais ils ne documentaient pas le code. Donc on leur a dit 1 fois, 2 fois. Et puis un jour, c'était vraiment gênant parce que ils travaillaient avec des grands comptes opérateurs et qu'il fallait reprendre le code pour faire de la customisation, etc. Et ce n'était pas forcément le même qu'ils faisaient. Donc il les menace verbalement et il leur envoie une lettre recommandée. Et lui reçoit en lettre recommandée retour, avocat, truc bien chiadé, avec 10 points développés, et entre autres argumentation, c'est pas dans le contrat de travail qu'il y a documenté le code. Voilà. C'est un exemple très concret d'une définition de poste qui est faite à la légère, très simple, avec une conséquence qui est très forte, parce que derrière, pour se séparer de ces deux-là, je peux vous dire que ça a été une sacrée galère. Il a mis 1 an. Les conséquences aussi évidentes, salaire mal maîtrisé. Il y a une différence entre recruter par copinage et faire de la cooptation. Faire de la cooptation, c'est considérer qu'un candidat qui est effectivement le copain d'un de vos développeurs est un candidat comme un autre et je l'évalue de la même façon. Recruter par copinage, c'est le meilleur moyen de tirer vers le bas. Je le recrute parce que c'est le copain, c'est mon meilleur développeur, donc ça lui fait plaisir. Puis au final, vous tirez un boulet. Si vous le lourdez, votre meilleur développeur, il n'est pas content et il se barrer. Vous avez perdu sur tous les tableaux. Donc, anticipez et préparez vos recrutements et organisez le process. Souvent, pas de stratégie marketing RH. Le discours de recrutement n'est pas le même que votre discours commercial ou votre discours de relations publiques. Même s'il y a des éléments qui se rejoignent, il faut travailler sur sa vision d'entreprise, sur mes valeurs. Quels sont mes engagements en tant que chef d'entreprise? Je veux aller vers quoi? Qu'est-ce que je veux générer comme image? Quelle ambiance je veux avoir dans mon entreprise? Ça peut aller jusqu'à des engagements éthiques ou sociaux. On parle beaucoup de développement durable. Ça peut faire partie de la culture de l'entreprise. C'est se poser tout ce type de questions. Se poser les questions aussi, qu'est-ce qui fait qu'un candidat va venir chez moi? Quel est l'intérêt pour lui? Son intérêt qui peut être en termes de rémunération, d'intérêt techno, de progression de responsabilité, de progression de carrière demain. C'est penser à tous ces éléments-là. En clair, c'est avoir une seule chose en tête, c'est quelle image je vais offrir à l'extérieur et qu'est-ce qui va me rendre attractif. 4e erreur, c'est ne pas préparer ses recrutements. Bon, ça rejoint ce que je viens d'évoquer, mais quel est mon objectif? Pourquoi je recrute? Quel est mon plan de recrutement? Les définitions de poste que j'évoquais, l'organigramme aussi. Réfléchir aux valeurs de l'entreprise, c'est aussi comment je manage. Est-ce que j'ai un organigramme très plat, je travaille beaucoup, la collaboration avec l'équipe, le partage? Est-ce que je suis dans une culture qui est un peu moins, j'allais dire, Web 1, le pouvoir c'est le savoir, mais un peu plus Web 2, le pouvoir c'est partager. Donc ça change des organigrammes et des façons de voir. Quels sont les facteurs clés de la réussite d'une équipe, d'un individu? Comment je peux mesurer la performance? Mais comment je mesure la performance aussi bien de mon contrôleur financier, de mon office manager, que mon développeur commercial, c'est plus simple. Le marketing ou les RP, comment je mesure en leads qualifiés entrants, en nombre de retombées presse, avoir ce type d'objectifs et aussi des objectifs communs. Définir à l'avance tous ces critères d'exigence, c'est le meilleur moyen de s'y tenir et d'élever la barre. Encore une fois, la réussite des startups que j'ai pu observer moi depuis 15 ans, il y a une seule constante, c'est la qualité de l'équipe qui est liée à la qualité du recrutement et l'exigence qu'on a au départ. Ne transigez jamais.
Si vous avez le moindre doute, évacuez le candidat. Ne recrutez jamais dans le doute. Et vous nous recruterez d'autant moins par défaut si vous êtes très bien préparé. Les moyens qui sont à votre disposition pour recruter ont explosé. On s'était amusé chez Mouvement à faire la longue taile du recrutement. La longue taile, c'est un principe marketing qui est cher au Web 2. On l'a appliqué au recrutement et on voit bien que l'arrivée d'Internet a fait exploser les moyens, et les moyens touchaient les candidats. Et globalement, les candidats qui vont vous intéresser dans une start-up ne sont pas ceux qui sont le plus actifs en termes de recherche, mais ils sont plus en bas à droite, donc c'est plus difficile d'aller les chercher parce qu'ils ne regardent pas trop les moyens classiques, que vous allez les toucher par des moyens indirects. Les réseaux sociaux ont pris une énorme importance dans le recrutement. Nous, chez Altaïd, c'est devenu la première origine des candidats qu'on recrute. On les trouve à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément des gens qui sont inscrits dans les réseaux sociaux, mais on se sert de notre réseau pour aller les toucher. Le deuxième vecteur qu'on a sont les blogs. Donc, vous voyez qu'on est loin des moyens classiques. Donc, il faut multiplier les moyens, donc en pensant ces moyens de diffusion, mais multiplier les moyens, c'est aussi être présent sur des conférences, sur des événements de développeurs, par exemple, pour recruter des développeurs. Je sais pas, je pense au Tech Desk de Microsoft, au Mix 08, au Barcamp sur Paris, je ne sais pas s'il y en a sur Marseille un petit peu. C'est aller traîner, vous faire connaître dans ce type d'environnement. On s'aperçoit que dans le milieu d'open source, on a moins de difficultés à recruter que dans le milieu de l'éditeur classique. Pourquoi ? Parce que l'open source, c'est des communautés qui vivent, où les gens se connaissent. Et il faut faire pareil. Il faut développer les initiatives, d'aller rencontrer des gens et de faire connaître ce qu'on fait à tous les niveaux dans l'entreprise. Autre gros point faible des process de recrutement que je vois, c'est qu'on voit des process qui traînent. Et un process qui traîne en longueur, c'est le meilleur moyen de perdre le bon candidat. Il y a une espèce d'alchimie qui se crée quand un candidat découvre votre entreprise à un premier rendez-vous. Il y a un phénomène de séduction qui est assez fort, donc son envie monte très vite, jusqu'au jour où vous lui dites c'est bon, on va bosser ensemble. Puis si derrière vous traînez, envoyez un contrat de travail qui se passe quelques jours, que finalement la négo salariale n'était pas tout à fait bouclée, l'envie elle redescend très vite, et puis pendant ce temps-là, le candidat il n'a rien signé, donc il continue des process de recrutement ailleurs, puis il va avoir un autre phénomène de séduction dans une autre boîte qui peut être très fort au moment où ça a diminué chez vous, et puis hop, il bascule chez l'autre et pas chez vous. Et ça, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est quasiment tous les jours qu'on voit ça, nous, dans notre métier de chasseur. Donc on a des process où on essaye d'aller très vite dans la phase de préparation, phase de recherche, avec quasiment pas de délai. À partir du moment où on a trouvé quelqu'un, où on a un CV, quelqu'un qui nous dit qu'il est intéressé, on le voit le plus vite possible. Et derrière, on voit des process où notre client dit « Ah, je ne suis pas disponible cette semaine pour le voir, il faut me donner un rendez-vous la semaine d'après ». Donc il le voit, il faudrait qu'il voit mon manager, on reprend une semaine. Tout le monde est d'accord, on lui fait une propale qui remet une semaine parce qu'on a envoyé le contrat chez l'avocat parce que c'est un sales et on n'a pas encore recruté de sales. Et on se retrouve avec un process qui a mis 1 mois et demi, alors que le candidat, il était là et il était prêt à signer au premier jour. Et ça, je peux vous dire que sur des process comme ça, il y a une déperdition incroyable de candidats. Et on recrutera d'autant plus vite et facilement qu'on est confort dans le fait de savoir exactement ce qu'on veut, d'avoir préparé son recrutement. La réussite d'un recrutement, c'est plus de 50% la préparation. Parce que quand vous arrivez avec un bon candidat, et vous dites, c'est une question de feeling, vous dites il correspond bien, mais tel et tel critère, et je le sens bien, vous êtes d'autant plus confort pour ne pas avoir d'hésitation à lui faire une proposition et le sortir un contrat de travail que si vous avez fait tout le travail amont qu'on vient d'évoquer. Mais si vous êtes dans un process qui est un peu flou, qui est un peu long, etc.,
vous-même vous doutez, vous ne savez pas trop, et du coup on n'avance pas. Ou alors on finit par recruter parce qu'on se lasse, donc on recrute par défaut et on ne recrute pas le meilleur, et c'est là où commencent les problèmes. Concluez vos recrutements comme on conclut une vente. On est dans les mêmes phénomènes de séduction. Quand le client, vous le sentez prêt à signer, vous sortez le contrat. La propale écrite, le contrat, et vous le faites signer. Mais avec un candidat, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'on a tout pensé en amont. Négociation salariale, c'est un peu comme le chiffre que vous mettez sur un contrat. C'est avoir effectivement les contrats prêts. Si vous êtes dans des process où vous recrutez beaucoup de développeurs, vous allez avoir toutes les chances de voir se présenter un ou deux développeurs qui ne sont pas français et qui ont un passeport hors zone européenne. Que ce soit, on voit très souvent des Marocains, on voit des gens de certains pays de l'Est qui ne sont pas encore considérés comme autorisés à travailler dans l'Union européenne. Il y a des process, faut les connaître, et si vous les connaissez, c'est plus simple après de les traiter. Ils ne sont pas compliqués, il faut faire un peu de paperasse, mais qu'on l'a fait une fois ou qu'on a regardé, c'est quand même beaucoup plus simple que de le découvrir qu'on a le gars dans les mains. Et ça, un petit truc, si vous êtes dans ce cas de figure, passez toujours de temps en temps des offres d'emploi sur la NPE. Parce que une des conditions pour recruter un étranger, c'est de prouver que vous avez effectivement cherché à recruter un Français. Et le seul truc que reconnaissent les instances officielles, c'est la NPE. L'APEC, ça compte pas. Passer des offres sur Mouvement, ça compte pas. Sur Altaïd, ça compte pas. Sur Monster, ça compte pas. Et vous pouvez en sortir 150. Il n'y en a qu'une qui compte, c'est la NPE. Donc le truc, c'est de temps en temps, quand vous avez un gros plan de charge de recrutement de développeurs, c'est passer une annonce à la NPE de temps en temps. Et comme ça, si un jour vous êtes en face d'un très bon candidat et que vous voulez faire ses papiers, vous pouvez complètement le justifier. Donc là, on a vu un peu les aspects recrutement. Une fois que le candidat est dans l'entreprise, il y a des choses à ne pas oublier. C'est ne pas oublier l'importance de la culture d'entreprise et de l'ambiance de l'entreprise. Il est très facile pour un CEO qui vient de lever des fonds, qui est accaparé par ses VC, qui vont faire un board par mois, qui vont lui demander des remontées régulières sur son activité, etc. CEO, il va voir les grands clients ou les grands partenaires. Il est dans le programme ID, il va travailler avec Microsoft. Il va travailler son agence de RP. Donc il peut rapidement voir son temps bouffer et en fait se détacher petit à petit de la vie de l'entreprise. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Créer une vie d'entreprise qui vous ressemble. Pascal Mercier disait soyez vous-même face au VC. C'est pareil dans l'entreprise. On ne peut pas manager une entreprise qui nous ressemble pas. Parce que si elle ne nous ressemble pas, ça sonne faux, on n'est pas à l'aise, on ne manage pas bien les choses, on est mal perçu, donc on est à côté. Et c'est une vie d'entreprise qui vous ressemble et qui doit rassembler autour du projet l'entreprise. Et si on est dans cette dynamique-là, c'est clair que ça facilite le recrutement, parce que vos employés, vos associés le véhiculent à l'extérieur. Ça évite le turnover. Le recrutement, c'est hyper difficile, en particulier sur les équipes techno aujourd'hui. Donc, on bataille comme des fous pour trouver les développeurs dont on a besoin. Et si on les perd 6 mois après, parce qu'on finalement, on s'en est pas bien occupé, ils n'ont pas une bonne vision du projet, c'est dommage. Une culture d'entreprise, ça se pense donc, ça se définit et ça se met en œuvre. Pas le tout d'écrire, comme on a vu beaucoup dans les années 80, 90, dans toutes les boîtes, tous les grands groupes, les valeurs de la société, elle a affiché sur le tableau d'affichage, puis c'était tout, quoi. On avait pensé la culture, on l'avait définie, mais il n'y avait rien pour la mettre en œuvre derrière. Personne ne relayait ça. C'est à vous de mettre ça en œuvre. Ne pas négliger le collectif. La force d'une start-up, c'est l'équipe. C'est un assemblage de talents.
Et cet assemblage de talents, il est d'autant plus efficace qu'il travaille vraiment en équipe et en partage. Partager la vision de l'entreprise, ses projets, ses choix, pourquoi on change de business model. L'équipe de développement, vous dites, oh, c'est pas important, c'est pas eux qui vendent. Si, c'est important, parce qu'ils peuvent avoir des idées par rapport au nouveau business model qui sont liés à leur cercle à eux, mais qui peuvent être aussi des idées géniales par rapport au business model ou aux moyens ou à la façon de vendre. Ne pas considérer que chacun dans sa case spécifique. Cette culture de partage, elle est vraiment à la fois impliquante pour les gens, mais à la fois très productrice de valeur pour l'entreprise. Donc c'est communiquer, pensez à communiquer régulièrement. Si vous avez du mal à le faire naturellement, imposez-vous des rendez-vous quotidiens ou tous les 15 jours. Moi je l'ai conseillé X fois sur des CEO qui étaient en train de déraper justement dans le mauvais sens. Il leur dit tous les vendredis à 17h, tu fais réunion avec toute l'équipe, ceux qui sont là, s'il y en a qui sont partis, etc., c'est pas grave, mais on balaye ce qui s'est passé dans la semaine, mes difficultés avec le VC, tel gros client qu'on a signé, pourquoi on a perdu telle affaire, qu'est-ce qu'on a fait en RP, on était à la conférence TED aux États-Unis à San Francisco, voilà comment ça s'est passé, voilà les contacts qu'on a eus, voilà pourquoi c'était génial. C'est partager ces choses-là. Parce qu'au bout d'un moment, vous créez des décalages dans l'entreprise. Il y a ceux qui font des trucs sympas à l'extérieur, puis il y a ceux qui travaillent dans la soute. Et eux, même s'ils n'iront pas à la conférence TED de San Francisco, c'est important de partager avec eux. Donc attention aussi au tout individuel. C'est important de mesurer la performance individuelle, mais c'est important de créer du collectif. Moi, depuis 15 ans que je travaille avec des startups, c'est vraiment le leitmotiv qui revient. C'est le collectif qui fait avancer les choses. C'est de là de donner la plus grande richesse. Donc avoir des objectifs, des évaluations, c'est bien, l'individualiser c'est bien, mais peut-être que c'est mieux aussi de globaliser ou de travailler par équipe. Parce qu'il y a une espèce aussi quand vous regardez le travail d'une équipe, il y a aussi une espèce d'auto-émulation et d'entraide qui se fait quand il y a un point faible, à condition qu'on leur ait donné un objectif clair, un peu ambitieux, atteignable pour eux, et donc ils vont chercher tous à l'atteindre et à s'entraider pour y atteindre. S'il est trop ambitieux, trop inatteignable, vous créez l'effet inverse. Donc il faut doser tout ça, mais le fait que ça soit collectif peut être une très bonne chose. Ne pas considérer qu'à partir du moment où on a créé son board de VP, un VP Sales, un VP Marketing, un CFO, un CTO, ça y est, c'est bon, ça va rouler, l'entreprise, les managers relaient, etc. Vos managers, faut les aider à encadrer aussi. Il faut leur dire ce qui est bien et surtout ce qui n'est pas bien. Mais pas non plus n'être que dans le pas bien. Il faut aussi savoir créer. Les deux sont super importants. On retrouve encore l'aspect communication. C'est vraiment, si vous devez retenir une chose en termes de management, c'est beaucoup communiquer dans les startups. C'est être transparent, c'est ne pas cacher la tuile ou la difficulté qui arrive. On peut la cacher à son VC en attendant d'avoir des bonnes nouvelles, mais en interne, il ne faut pas la cacher. Parce que ça crée des questions, des doutes et un esprit qui rapidement peut... Dans une vie de start-up, tout est amplifié, multiplié, quoi. Très souvent, quand on discutait avec un candidat qui a passé 1 an dans une start-up, quand il raconte, vous avez vraiment l'impression qu'il y a vécu 3 ans. Et c'est vraiment ça, les cycles, quoi. Considérez quasiment qu'un quarter, c'est une année d'une boîte normale. Donc tout va plus vite. Donc ça veut dire qu'on peut déraper aussi beaucoup très vite. Être vigilant, c'est la vertu du manager. S'éloigner de ses salariés, donc on est un peu dans la même idée. Donc
les accompagner quand ils rentrent dans l'entreprise, on y pense souvent. On y pense un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, dans le meilleur des cas 15 jours, et puis après on a tendance à considérer que c'est acquis, parce que comme on recrute beaucoup, celui qui est là depuis 15 jours, il est déjà vieux, parce qu'il y en a 2 autres qui sont arrivés. Donc c'est avoir cette vigilance et cette écoute, donc savoir se réserver des plages en tant que CIO pour aller discuter avec les gens. Je l'évoquais à midi, mettre en place des entretiens annuels d'évaluation dans une boîte de 15 personnes ou de 20 personnes, ça peut surprendre, mais qu'on a des cycles aussi rapides, finalement c'est important, parce que c'est de se dire, je me pose une fois dans l'année, déconnecter de tout, pour discuter et faire le point avec chaque personne dans l'entreprise. Et c'est important aussi, parce que c'est un moment privilégié pour lui donner du positif, de la dynamique, de la reconnaissance, et aussi lui faire sentir ses axes de progression de manière plus individuelle. Et puis il y a des éléments importants qui ressortent qu'on a ce type d'attitude. Et dernier point, c'est ne pas s'appuyer sur Altaïd. C'est la 10e erreur que font toutes les startups. En termes de recrutement, n'hésitez pas à vous renforcer avec une compétence de chasseur de tête, mais pas n'importe comment. Les entreprises avec lesquelles je travaille, elles travaillent avec moi, pas simplement parce que c'est très difficile de trouver tel ou tel poste. Elles travaillent aussi avec moi parce qu'elles se rendent compte que c'est extrêmement consommateur de temps, et qu'un professionnel qui a l'habitude de gérer ça, ses cycles, et qui a plus de disponibilité, il est capable de voir beaucoup plus de gens dans des temps plus courts, et puis de vous amener sur un plateau les 2, 3 candidats qui vont bien par poste. Et il est capable aussi, ce qu'on fait beaucoup nous, c'est comme on travaille souvent dans la durée avec nos clients, c'est de connaître le plan de recrutement et lui dire, tiens, j'ai vu pour une autre boîte là, un gars marketing opérationnel qui convenait pas pour X ou Y raison, mais je trouve qu'il correspond très bien à ton marché et au poste auquel tu penses pour dans 6 mois. Ça serait peut-être pas mal que tu le rencontres. On fera peut-être traîner si tu ne peux pas budgétairement tout de suite, mais rencontre-le. Voilà. Et ça, avoir ce type d'attitude. Travailler avec un cabinet de recrutement, isoler bien sa compétence. Est-ce qu'il connaît le monde des startups ? J'ai souvenir d'une start-up marseillaise avec qui j'avais bossé il y a quelques années, qui avait voulu recruter son directeur des opérations, quasiment le numéro 2, futur CIO potentiel, avec un grand chasseur international, parce que son VC le poussait un peu là-dedans, et que Altaïd, on était un petit cabinet, que on était bien pour recruter son VP Sales, son office manager, sa responsable marketing opérationnel, mais là, c'était... le cabinet de chasse est jamais venu à Marseille voir ce que c'était la start-up. Moi, j'y étais allé. Le chauffeur de taxi, quand je lui ai dit l'adresse, m'a dit, vous êtes sûr que vous allez là ? Je vous laisse imaginer le quartier où j'ai atterri. En termes de look, de bâtiment, de style, c'était une vraie start-up. Il n'avait pas besoin de recevoir des clients. C'était très correct une fois qu'on était dedans. Mais bon, voilà, l'environnement, c'était pas la place Vendôme. Il a mis 3 mois, le cabinet a mis 3 mois pour lui présenter 3 candidats. Il y en a 2, c'était des copains à moi que je pouvais présenter le lendemain. Et le 3e était dans ma base. Et je lui aurais proposé les 2 premiers, le 3e, je n'aurais jamais recruté. C'est le 3e qu'il a recruté. Il venait d'un poste aux États-Unis dans une très grosse boîte. Il a débarqué à Marseille fin juin. Il s'est barré de la boîte fin septembre, quand les jours ont commencé à raccourcir et qu'il faisait noir quand il sortait du boulot. Résultat des courses, ça lui a coûté hyper cher. Ça lui a coûté le salaire d'un gars pendant 4 mois, avec une voiture de fonction, ce qui va avec, les déplacements hyper fréquents à Paris, beaucoup plus que ce qu'aurait été ce qu'il faisait lui en tant que CIO avant. Ça lui a coûté
le fait de perdre énormément de temps commercialement en termes d'organisation. Et ça lui a coûté surtout un deuxième tour de table où il s'est fait rincer par les investisseurs. Voilà. Et il a fini par... les investisseurs ont fini... Ça a coulé la boîte, en fait, ce mauvais recrutement au final. Donc les conséquences peuvent être importantes. Donc essayez de sentir des gens qui connaissent bien cet environnement-là, qui se rendent bien compte ou qui se donnent les moyens de bien connaître. Deuxièmement, choisissez un chasseur de tête qui travaille essentiellement au résultat. Comme Pascal Mercier, moi je travaille toujours avec un acompte, parce qu'un client qui a payé, il est engagé dans le recrutement et dans la réussite. Un recrutement réussi, c'est un partenariat, c'est pas je donne les clés au consultant et puis il se débrouille, il va chercher. Non, c'est un échange permanent. Tiens, est-ce que tu aurais des idées? Dans quelle boîte je peux aller les chercher? Tiens, j'ai pensé à un tel, est-ce que tu le connais? Quelle réputation il a dans le métier? C'est ça aussi la relation avec un chasseur. Puis très souvent, dans les startups, on peut corriger le tir sur le profil en cours de route. C'est donc travailler surtout au résultat. On va me poser la question, combien ça coûte? Un chasseur de tête classique, ça coûte entre 15 et 25% de la rémunération annuelle brute à objectif atteint de la personne que vous recrutez, avec, je dirais, une variation qui va dépendre. Alors le modèle des chasseurs classiques, c'est est-ce qu'on recrute par annonce ou est-ce qu'on recrute par chasse? Donc si c'est par annonce, c'est 15%, si c'est par chasse, c'est 25%. Pour moi, aujourd'hui, c'est un modèle qui n'existe plus. Nous, on est entre 10 et 15% en fonction de la difficulté. Nous, on raisonne uniquement en difficulté du recrutement. C'est ça qui nous guide. Et comme on est spécialiste et qu'on bâtit un écosystème autour d'Altaïd, Altaïd, c'est un blog, c'est une animation de communauté sur les réseaux sociaux, c'est un groupe French Web qu'on a créé sur LinkedIn et qu'on anime. C'est une participation à des tas de trucs. Donc on gère la communauté et donc on fait des gains d'échelle comme ça. Un bon partenaire, c'est quelqu'un qui vous aide aussi à devenir autonome sur la gestion de vos ressources humaines. Nous, on fait de l'accompagnement de certains de nos clients sur la gestion des RH, sur les plans de recrutement, les niveaux de rémunération, les définitions de postes, mettre en place des entretiens annuels, de la communication interne. On les accompagne là-dessus, mais mon objectif, c'est qu'ils soient autonomes un jour là-dessus et qu'ils apprennent à mes côtés et que derrière, ils n'aient plus besoin de moi sur cet aspect-là. Mais ça doit être valable sur d'autres choses. Quand vous prenez un expert techno de Microsoft qui vient vous aider sur votre plateforme .NET, vous captez du savoir et l'objectif, c'est d'être autonome derrière. Il faut avoir la même démarche avec tous vos partenaires. Pour conclure, recruter, donc c'est beaucoup dans l'anticipation et la préparation. Et après, évaluer, convaincre et conclure, ça va beaucoup plus vite. Et gérer les RH, c'est trois choses, c'est manager, manager, manager. Voilà. Et je vous ai remis la phrase d'un VC américain dont j'ai oublié le nom, qui ne me revient pas, qui avait pour leitmotiv, à chaque fois qu'il faisait une conférence, de dire « Les hommes, seule vraie valeur des sociétés innovantes ». Des questions ? Je voudrais juste rajouter quelque chose à cette présentation qui était convaincante et intéressante. J'ai une expérience de 8 ans aux États-Unis et ils ont un mode de recrutement qui est un petit peu particulier. Effectivement, on passe par toutes les phases qui sont tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et étant rentré chez i2 Technologies à Dallas, au Texas, on m'a mis pendant 3 jours en situation réelle de travail dans des équipes pour voir la façon dont j'allais interagir avec les différents collaborateurs avec qui je devrais travailler. Et ça s'est très très bien passé, c'est la raison pour laquelle je travaille chez eux. Et en même temps, ça donne une autre dimension au recrutement. On voit immédiatement si la personne est capable de s'adapter à l'environnement et si elle est réactive et la façon dont elle va en fait interagir avec les différents futurs collaborateurs.
Alors, Voilà. c'est une bonne approche. La difficulté en France, c'est quand vous adressez à quelqu'un qui est en poste, c'est hyper difficile de faire ça. C'est hyper difficile aussi s'il lui arrive un accident quand il est dans l'entreprise en termes de couverture. Donc il y a plein de freins à ça. Mais c'est effectivement une bonne approche quand vous pouvez le faire. La meilleure des illustrations de ça, c'est pour vos recrutements de développeurs, recruter des stagiaires. 3/4 des stagiaires d'écoles d'ingénieurs aujourd'hui signent dans la boîte où ils font un stage. Et ça, c'est la meilleure des périodes d'observation sur une partie de votre équipe de dev, en tout cas sur les plus juniors. Après, il y a aussi des moyens à travers les entretiens. C'est concentrez-vous plus sur, non pas sur le passé du candidat, mais sur sa compréhension de votre business, sur les questions qu'il pose, parce qu'il se met déjà en perspective d'imaginer comment pourrait être sa future vie dans l'entreprise. Et à travers ces questions, vous allez voir la pertinence qu'il peut avoir par rapport à votre business, votre entreprise et votre vision. Oui, Jean Dounier à Coriandre Gateway Technologies. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, il y ait non pas une, mais à la limite plusieurs entreprises qui soient à la recherche d'un profil, mais d'un profil assez particulier dont ils n'auront pas besoin à temps plein, mais peut-être d'une manière plus ou moins à temps partagé, voire un temps partagé en proportion variable. Est-ce que dans ce type de modèle, est-ce qu'un cabinet de recrutement tel que vous, ou peut-être certains cabinets de recrutement spécialisés joueraient un rôle dans ce type de configuration? Nous on ne le fait pas. Je me pose souvent la question. Ça se pratique très facilement sur la fonction de CFO. Il y a pas mal, moi je connais pas mal de startups qui ont un CFO à temps partiel. Une boîte comme Bounty, qui est quand même 300 personnes, 10 filiales, il y a un CFO à temps partiel. MusiWave qu'on évoquait ce matin, Gilles Babinet, il est monté jusqu'à 150 personnes, quasiment jusqu'à la vente. En fait, il a recruté un CFO pour pouvoir vendre la boîte parce qu'il fallait un CFO à temps plein dans la boîte. Mais jusque-là, il avait fait avec un CFO à temps partiel. Donc il y a des fonctions comme ça qui sont bien identifiées. La fonction RH, c'est ce que je propose. Je fais du RH à temps partiel. Quand vous prenez des développeurs freelance ou autres, vous faites du temps partiel. Donc il y a déjà pas mal de moyens. Sur le commercial, on commence à voir aussi. Bien. Eh bien, merci Jacques Poisson. On va passer maintenant la parole parole à SFR, tout à fait.